Parmi toutes les planètes que nous connaissons, la Terre est unique, car elle est la seule à être en partie couverte d'eau. Cela nous paraît couler de source, mais sans ce liquide quasi magique, la vie n'existerait pas. D'où vient notre eau? C'est un des plus grands mystères de la science. Des entrailles de la Terre jusqu'aux profondeurs de l'espace, la quête a commencé pour trouver l'origine de notre eau. La Terre est la seule planète de notre système solaire où l'eau existe à l'état liquide. Il y en a plus d'1,3 milliard de kilomètres cubes qui recouvrent plus de 70% du globe. L'eau constitue même environ 60% de notre corps. Nous en savons beaucoup sur elle, sauf sa provenance. Essayer de savoir d'où vient l'eau est compliqué, parce qu'on pense que tous les composants de la Terre étaient vraisemblablement secs. Si la Terre s'est formée sans elle, alors d'où vient l'eau? C'est un peu une scène de crime. Le crime a eu lieu il y a longtemps, les preuves ont été bousculées et on se sent comme un policier. On analyse le passé pour savoir ce qui est arrivé il y a 4,5 milliards d'années. Et c'est dur. Pour la première fois, des scientifiques issus de différentes disciplines collaborent pour tenter de déterminer l'origine de l'eau. Et leurs conclusions sont étonnantes. On ne connaît aucun organisme capable de se passer d'eau liquide pour vivre. Par conséquent, on se demande comment notre planète se l'est procurée. Ça revient à poser la question, qu'est-ce qui fait qu'une planète est apte à accueillir la vie? Pour élucider ce mystère, il faut remonter le temps et chercher des indices datant de l'apparition du système solaire. Il y a 4,6 milliards d'années, notre Soleil est une étoile qui vient de naître, entourée de gaz et de poussière. Au fil de plusieurs millions d'années, ce grand disque protoplanétaire se condense pour former des planètes. Loin du Soleil, il fait si froid que les planètes comme Jupiter se constituent autour d'un noyau gelé. Plus près de l'astre, la température dépasse de plusieurs centaines de degrés son niveau d'aujourd'hui. Notre Terre se constituant de substances qui se condensent à haute température, comme la roche et le fer, il fait bien trop chaud pour qu'il y ait de l'eau et la planète est complètement sèche. Il est possible que l'eau ait été apportée par des comètes. Comme ces dernières viennent des lisières gelées de notre système solaire, elles sont principalement constituées de glace. Toby Owen les étudie depuis plus de 40 ans. Dès qu'on a su que les comètes contenaient de grandes quantités de glace, il a semblé logique de penser que c'était elle, en s'abattant sur Terre, qui l'avait apportée, que cette glace avait fondu et qu'elle avait créé les océans. Pendant 600 millions d'années, la Terre est bombardée par des centaines de millions de comètes gelées. Ces comètes sont des corps très primitifs, et c'est ce qui les rend si intéressantes. Et leur glace est restée telle qu'elle depuis la naissance du système solaire. Si les comètes ont apporté toute notre eau, le liquide qui nous sert à boire, à nous laver, à nager et qui constitue notre organisme est plus vieux que notre planète elle-même et provient du fin fond du système solaire. Sauf que les preuves en ce sens restent indirectes. Il nous faut des indices pour découvrir d'où vient notre eau. Il faut trouver dans ce liquide terrestre des preuves que l'on pourrait comparer à d'autres, découvertes par exemple sur les comètes, pour déterminer ce qui l'a amené ici. Coup de chance, l'eau contient justement des indices parfaits. À l'œil nu, l'eau est toujours la même. Pourtant, elle diffère en fonction de sa provenance. Toutes les molécules d'eau se composent d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène, mais ce dernier gaz se présente sous 2 formes.
La majeure partie de l'hydrogène contenu dans l'eau est dit léger, mais une infime fraction, ici en bleu, se compose d'hydrogène lourd ou deutérium. Et le rapport lourd-léger permet aux scientifiques de savoir d'où vient l'eau. Pour déterminer ce rapport dans la glace d'une comète, les scientifiques doivent donc prélever un échantillon. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Si les gens s'intéressent tant aux comètes, c'est parce qu'elles sont complètement différentes de tout ce qu'on trouve dans le ciel. Soudain, de nulle part, un corps énorme et brillant apparaît. Il traverse les cieux et il disparaît. Mais leur venue étant souvent aléatoire, les comètes sont généralement inaccessibles. Il faudrait avoir dans le garage une fusée prête à décoller dès l'apparition de l'une d'elles. Mais une comète occupe une place à part dans le cœur des astronomes. Ça n'est ni la plus grosse ni la plus brillante, mais sa venue est prévisible. La comète de Halley se distingue parce que c'est une grosse comète dont nous connaissons l'orbite. Ça nous permet de déterminer quand elle repassera près de la Terre. On sait très bien le prévoir. En 1986, elle repasse à notre portée assez près pour qu'on puisse prélever un échantillon. Comme ils connaissent la trajectoire de la comète, les scientifiques mettent au point une sonde spatiale, Giotto, pour qu'elle vole à travers sa queue. Elle devrait leur permettre d'analyser son eau afin de savoir s'il s'agit de la même que celle qu'il y a sur notre planète. Le 13 mars 1986, après un voyage de 8 mois, Giotto entre dans la queue de la comète de Halley. Mais il y a un problème. La sonde percute une grosse particule de poussière qui se déplace à un peu plus de 67 km par seconde et les transmissions se font par intermittence. Il y a eu un moment de tension et on a cru que la sonde avait été perdue. Mais 32 minutes plus tard, les transmissions sont rétablies. Giotto effectue des prélèvements de vapeur d'eau et envoie ses données au centre de mission. Les astronomes sont sur le point de découvrir si l'eau d'une comète est la même que celle qu'on trouve sur Terre. Mais quand les résultats tombent, le mystère ne fait que s'épaissir. À notre grande surprise, nous avons découvert que l'hydrogène de l'eau de la comète était environ 2 fois plus massif que celui de l'eau terrestre. Contenant 2 fois plus d'hydrogène lourd, cette eau n'est donc pas la même que celle qu'il y a sur notre planète. Elle a la même allure, le même goût et le même comportement que l'eau terrestre. Mais elle présente une différence de taille aux yeux des scientifiques. Et ça ne peut vouloir dire qu'une chose, les comètes n'ont pas apporté toute l'eau de notre planète. Malgré tout, les astronomes veulent en avoir le cœur net. C'était une seule comète. Alors d'autres contenaient-elles la même eau que celle de nos océans? On se demande si c'est vrai, si les chiffres sont justes, s'il faut refaire des mesures. Donc on voulait faire d'autres mesures pour voir si elles seraient identiques à celles de la comète de Halley. Il faut donc une autre comète. En 1996, un astronome amateur au Japon en découvre une. Elle est totalement nouvelle et elle est baptisée Hyakutake. Pour Darek Lys de l'Observatoire du California Institute Technology, le timing est idéal. On ne peut observer les comètes et faire des mesures précises que lorsque ces objets passent très près de notre planète. Et Hyakutake était particulière dans le sens où elle a rasé la Terre. Elle passe même suffisamment près pour qu'on tente une première, analyser l'eau qu'elle contient depuis la Terre. S'agira-t-il de la même que celle de la planète bleue ou de la même que celle de la comète de Halley? Darek Lys utilise ce radiotélescope, mais pour analyser un objet situé à plus de 14 millions de kilomètres, la vue doit être dégagée. On ne peut effectuer ce type d'observation que dans les conditions atmosphériques idéales. C'est une lutte permanente contre la météo, contre les problèmes techniques. Hyakutake se déplaçant à environ 145 000 km/h, Darek Lys n'a que 4 nuits pour mesurer la quantité de deutérium qu'elle contient. Mieux vaut réussir, car Hyakutake ne sera plus aussi près de la Terre avant 10 000 ans.
La théorie selon laquelle les comètes auraient apporté l'eau sur notre planète dépend de cette observation. Pour cette mesure, nous avons eu beaucoup de chance parce que tout a marché. La météo a été de la partie, les récepteurs ont bien fonctionné et nous avons pu faire cette détection passionnante. Alors, la comète de Halley fait-elle figure d'exception? Les comètes sont-elles bien la source de l'eau terrestre? Ce qui est intéressant, c'est que l'abondance d'eau lourde que nous avons constatée a été la même que celle observée par la sonde Giotto dans la comète de Halley. Hyakutake contient elle aussi une eau 2 fois plus riche en deutérium que celle de la Terre. Dès lors, on était presque certain que les comètes n'avaient pas créé à elles seules nos océans. Pendant des années, les scientifiques avaient supposé le contraire. Mais les preuves réunies étaient désormais irréfutables. C'était un résultat passionnant, parce qu'il signifiait qu'il y avait eu une autre source pour expliquer la présence des océans. Et on allait donc devoir s'amuser à découvrir ce qui s'était vraiment passé. En 2002, une découverte faite par hasard laisse entendre que la réponse se trouve peut-être ici-bas. On sait que lors de sa création, il y a environ 4,5 milliards d'années, la Terre était trop chaude pour avoir de l'eau, ce qui ne l'empêche pas d'en être aujourd'hui recouverte. On sait aussi que cette eau n'a pas été apportée par les comètes. Cela signifie-t-il qu'elle a toujours été là? Pour savoir d'où elle vient, le professeur Stephen Modges cherche des indices de sa première apparition. Ce géologue étudie le passé de notre planète en examinant ses roches, mais dans ce passé, il y a un grand vide. Il s'appelle Léon Adéen et on ne sait presque rien à son sujet. Pour les géologues, les 500 premiers millions d'années de l'histoire de la Terre ont toujours été un véritable cauchemar, parce qu'il n'y a ni roches ni minéraux à étudier. On suppose que notre planète est alors une boule de roches en fusion, mais en l'absence de toute preuve, cela n'est qu'une théorie. Puis en 2002, Stephen Modges fait une découverte stupéfiante. Il s'agit du plus vieux minéral trouvé sur Terre, un cristal de zircon. À l'intérieur de cette poussière de roche se cache un indice capital. L'analyse chimique des cristaux de zircon permet de savoir s'ils se sont formés ou non en présence d'eau. Pendant plus de 7 ans, le géologue trouve et date environ 100 000 de ces cristaux. Et l'un d'eux se démarque des autres. Le plus ancien que nous ayons trouvé jusqu'à ce jour a près de 4,5 milliards d'années. Je vous laisse saisir ce que ça représente. Lors de la création de ce cristal, la Terre n'avait que 180 millions d'années. Si cette ligne représente l'âge de notre planète, les dinosaures ont disparu ici. Remontons d'environ 4 milliards d'années, à la fin de Léon Adéen. Le cristal de zircon s'est formé ici. Il s'agit de durées qui dépassent notre entendement. Dans ce caillou, il y a des cristaux de zircon qui ont 1/3 de l'âge de l'univers. Ils existent presque depuis le moment où la Terre est devenue une planète. De vraies machines à remonter le temps. Et les analyses montrent que ce cristal de zircon de 4,4 milliards d'années s'est formé dans de l'eau liquide. C'est donc la preuve que la toute jeune Terre était loin d'être aride et contenait déjà de l'eau. Cette découverte nous a vraiment emballés, parce qu'elle n'était pas la confirmation d'une intuition, c'était tout nouveau. On ne savait pas ce qu'on allait trouver. Pendant des années, les scientifiques ont été convaincus que la Terre, à sa création, était totalement sèche. Mais la découverte de Stephen Modges invalide cette théorie.
Mike Drake étudie donc l'hypothèse selon laquelle la Terre aurait été humide dès le départ. Le zircon indique quand il y a eu de l'eau, c'est-à-dire il y a près de 4,5 milliards d'années. Sauf qu'on ignore d'où elle vient, ce qui pose problème. On envisage alors la possibilité selon laquelle elle était dans les composants de notre planète lors de sa formation. Mais comment a-t-il pu y avoir de l'eau dans des composants chauffés à blanc? Pour répondre à cette nouvelle question, il faut remonter encore un peu plus dans le temps. On est remonté au système solaire d'il y a 4,5 milliards d'années, avant l'apparition des planètes, à des grains de poussière noyés dans une mer d'hélium, d'hydrogène et d'oxygène. Une partie de ces deux derniers gaz ont réagi pour donner de l'eau. Donc, il y avait de la poussière entourée d'eau. Pendant plusieurs millions d'années, la poussière et les gaz se condensent pour former les planètes de notre système solaire. Loin du Soleil, Jupiter et Saturne se forment autour de noyaux gelés. Mais la glace n'est pas le seul moyen pour les planètes d'emmagasiner de l'eau. Dans les endroits trop chauds pour la glace, l'eau se réfugie à l'intérieur de la roche. Démonstration. À l'œil nu, ce minéral paraît complètement sec. Même chose au toucher. Mais la chaleur révèle son secret. Vous voyez des petites bulles se mettre à bouillonner. Ce minéral dégage beaucoup d'eau. Un minéral en apparence complètement sec peut en contenir de grandes quantités. Lors de la formation du système solaire, l'immense nuage de gaz et de poussière enferme la chaleur du jeune Soleil. Lorsque la Terre se forme, sa température est nettement supérieure à 550 degrés, bien trop élevée pour que des roches contenant de l'eau puissent s'amalgamer. Mais peu après sa création, notre planète trouve de l'eau. Mike Drake se pose alors une autre question. Et si cette jeune planète s'était procurée de l'eau par un autre moyen, un moyen auquel personne n'a encore songé? Un jour, en buvant une boisson fraîche, j'ai regardé mon verre et il y avait de la condensation à l'extérieur, comme sur celui-ci. Vous voyez la vapeur d'eau, si je passe le doigt dedans. Et je me suis demandé si le même genre de phénomène avait pu se produire dans le disque protoplanétaire qui entourait le Soleil il y a 4,5 milliards d'années. De l'eau était-elle apparue par condensation sur les grains de poussière comme sur ce verre froid? Cela n'a rien à voir avec la théorie de la roche riche en eau. Si la vapeur d'eau a adhéré aux grains qui ont formé la Terre, elle a peut-être été à l'origine des océans. C'est une méthode radicalement différente pour une planète de se former et de contenir de l'eau. Mike Drake teste sa théorie avec un des principaux ingrédients de la planète. La partie verte de ce caillou, c'est de l'olivine, le minéral le plus abondant sur les planètes rocheuses. Et il y en avait aussi énormément dans le disque qui entourait le jeune Soleil, il y a 4,5 milliards d'années. Le scientifique se demande si les grains d'olivine qui ont formé notre planète étaient couverts d'eau. Sur ordinateur, il calcule les interactions entre ces derniers et la vapeur d'eau dans le système solaire des origines. Et les molécules d'eau s'accrochent bien à l'olivine. 30 grammes d'olivine m'ont permis d'absorber environ 0,3 millilitres d'eau. Cela représente-t-il assez d'eau pour remplir les océans? Mike Drake doit augmenter proportionnellement ses calculs. Quelle quantité d'eau a pu adhérer à un tas de grains d'olivine de la taille de notre planète? Avant d'entamer ce calcul, on n'avait aucune idée de la quantité d'eau que ça pouvait représenter. Et on a été surpris de découvrir qu'elle pouvait être 10 fois plus importante que celle qu'il y a à l'heure actuelle dans les océans. Le professeur Drake pense que lorsque la Terre s'est formée, elle contenait déjà des milliards de litres d'eau. Cette eau était fixée aux milliards de grains de poussière qui ont constitué notre planète. C'était formidable de proposer une autre réponse à une des questions les plus importantes de l'humanité. Pourquoi avons-nous de l'eau? Parce que sans elle, nous ne pouvons pas exister. Mais cette théorie toute nouvelle ne fait pas l'unanimité, d'autant qu'elle souffre d'un défaut que Mike Drake lui-même est incapable d'expliquer: le type de l'eau.
Notre eau a sa signature. Le rapport entre l'hydrogène lourd et l'hydrogène léger nous permet de savoir d'où elle vient. La source de l'eau de la planète devrait donc avoir une signature équivalente. Mais l'eau qui s'est condensée directement dans le disque protoplanétaire qui ceinturait notre jeune Soleil était très différente. Elle avait la même allure et le même goût que la nôtre, mais elle contenait 6 fois moins de deutérium. Je ne prétends pas connaître toute la réponse. Tant qu'on n'aura pas démontré qu'on obtient le même rapport hydrogène lourd, hydrogène léger, on ne sera pas sûr que c'est ce phénomène qui a créé nos océans. Si l'eau terrestre ne provient ni des composants de notre planète, ni des comètes, d'où vient-elle? Le professeur Alessandro Morbidelli a sa propre théorie. Tout à coup, tout se met en place. Et on sent qu'on comprend une partie de notre passé dont personne n'a été témoin. Les origines de l'eau sont-elles sur le point d'être révélées? Pour l'instant, elle demeure un des plus grands mystères auxquels se heurte la science. Les scientifiques cherchent une équivalence. Quelque part dans l'espace doit se trouver quelque chose qui possède le même type d'eau que notre planète. La réponse se trouve peut-être dans un amas de roches et de métal. Peu de gens savent autant sur ces météorites que Gary Huss. J'ai grandi dans le sous-sol du musée consacré aux météorites de mon grand-père en Arizona. Je me suis intéressé à eux et à l'âge de 2 ans, je connaissais tous leurs noms. Et quand on est mordu comme ça, on le reste. Si les comètes se composent de glace et de poussière et viennent des confins glacés du système solaire, les météorites viennent d'ailleurs. Entre Mars et Jupiter, des milliers de morceaux de roches et de métal appelés astéroïdes orbitent autour du Soleil. Certains qui mesurent plus de 320 km de diamètre pèsent plusieurs millions de tonnes. Ce sont des résidus de la formation des planètes. Parfois, ces astéroïdes se percutent et les fragments qui s'en détachent tombent sur Terre sous forme de météorites. Mais que peuvent-ils nous apprendre sur les origines de l'eau? Il y a 100 ans, on pensait qu'une grosse planète avait été détruite et que tout était sec et chaud. Mais au microscope, un météorite est bien différent. Puis on a découvert que certains météorites sont très humides, qu'ils contiennent quelques pourcents d'eau. Voici une tranche de météorite appelée chondrite carbonée. Le composant principal, ici en noir, est un minéral gorgé d'eau. Ce fragment faisait autrefois partie d'un astéroïde qui s'est formé à quelques 320 millions de kilomètres du Soleil. Il indique qu'à cette distance, les astéroïdes qui se sont formés contiennent de l'eau. Il y a de l'eau dans la ceinture d'astéroïdes, apparemment depuis toujours, mais on ne la voyait pas. Est-elle identique à celle de la Terre? Pour s'en assurer, le professeur Huss mesure le rapport entre l'hydrogène léger et l'hydrogène lourd de plusieurs météorites riches en eau avec une microsonde ionique. On a eu beaucoup de chance d'être parmi les premiers à avoir reçu une microsonde ionique de toute nouvelle génération. Cette machine projette un rayon de particules sur le météorite qui expulse tous les atomes d'hydrogène contenus dans l'eau. Les hydrogènes lourds et légers sont ensuite séparés pour qu'on mesure leur rapport. La découverte de Gary Huss semble être une pièce capitale du puzzle. En effet, le rapport entre les deux hydrogènes dans les astéroïdes est variable, mais dans certains de ces corps, il est exactement le même que dans l'eau terrestre. Il semblerait donc que les scientifiques aient enfin découvert d'où vient notre eau. Mais la question est, comment 2 corps venant d'endroits différents du système solaire peuvent-ils contenir le même type d'eau? La chimie ne peut pas résoudre cette énigme, mais le mathématicien Alessandro Morbidelli a une théorie audacieuse pour expliquer comment l'eau de la ceinture d'astéroïdes a fini sur Terre.
Cette idée était motivée par les mesures, par le fait que l'eau terrestre est similaire à celle des météorites provenant de la ceinture d'astéroïdes. Alessandro Morbidelli adopte une approche révolutionnaire vis-à-vis d'une vieille question, celle de la formation des planètes de notre système solaire. Par le passé, les scientifiques se sont intéressés à la formation des 4 planètes les plus proches du Soleil. Ils ont étudié comment les particules de matière proches de cet astre se sont agglomérées pour former des corps plus volumineux, qui sont devenus des planètes, Mercure, Mars, Vénus et la Terre. Le scientifique italien s'y est pris d'une manière radicalement différente. Il a été le premier à considérer la formation des 8 planètes du système solaire dans leur ensemble, en partant de Mercure, la plus proche du Soleil, jusqu'à Neptune, qui en est 80 fois plus éloigné. Le système solaire forme un tout. Et on ne peut pas étudier une partie de sa formation en négligeant certaines autres régions qu'il compose. Il est impossible d'étudier les planètes séparément parce qu'elles sont reliées par une seule et même force. La seule force qui compte, c'est la gravité. Donc c'est quelque chose de relativement simple. Inutile d'invoquer une physique bizarre, des forces étranges ou la matière noire. Au fur et à mesure qu'elles grandissent, les planètes entrent en interaction à cause de la gravité. Alessandro Morbidelli recrée cette interaction sur ordinateur et se retrouve aux premières loges pour assister à la naissance de notre système solaire. Environ 1 million d'années après la création du Soleil, le disque protoplanétaire du centre du système solaire se condense pour constituer une quinzaine de protoplanètes. Lors de l'étape suivante, ces protoplanètes se percutent pour en former de plus grosses. Alessandro Morbidelli, considérant le système solaire comme un tout, le scénario change du tout au tout. Intervient alors un nouvel acteur, Jupiter. C'est la plus grosse planète de notre système solaire et une des premières à avoir atteint sa taille définitive. Sa masse est environ 300 fois celle de la Terre et au lendemain de la naissance du système solaire, elle commence à faire sentir son poids. Jupiter, représenté par ce ballon couleur argent, perturbe les orbites des protoplanètes. Les protoplanètes, surtout les plus éloignées, suivent alors un mouvement plus irrégulier et elles finissent par se mélanger. C'est là que la Terre se gorge d'eau. Considérons la formation des 8 planètes simultanément. La Terre se constitue par un mélange de protoplanètes, certaines sèches, certaines humides. Cette simulation explique comment la Terre se retrouve avec une eau similaire à celle de la ceinture d'astéroïdes. En majorité, les scientifiques se sont désormais ralliés à cette théorie, mais elle n'explique pas tout. Pour le moment, c'est la meilleure réponse qu'on a. Mais certains détails posent problème. Certains d'entre eux sont encore inexplicables. Et il faut continuer à travailler jusqu'à ce qu'on les comprenne tous. La question est de savoir ce qui est arrivé à l'eau terrestre au fil des collisions successives avec des protoplanètes de la taille de la Lune ou de Mars. L'énergie de cette collision est si élevée qu'elle peut faire fondre toute la Terre. En plus, elle vaporise une partie des roches terrestres. Dans ce cas, comment l'eau a-t-elle pu résister? L'origine de cet élément demeure donc incertaine, car la théorie qui expliquerait comment l'eau est arrivée sur notre planète n'explique pas comment elle a pu y rester. On sait que la dernière étape de la formation de la Terre est une suite de collisions cataclysmiques, mais l'eau a-t-elle pu y résister? Un élément de réponse se trouve dans le ciel nocturne. Depuis 13 ans, Robin Canup étudie la formation de la Lune.
Les gens sont fascinés par la Lune. Elle est notre compagne depuis le début de l'histoire de l'humanité et depuis le début de l'histoire de la Terre. Tous les êtres humains qui ont existé ont regardé la même Lune. Ce satellite est le résultat de la collision entre la jeune planète Terre et une protoplanète. La principale théorie expliquant la formation de la Lune est celle de la collision tangentielle. Au moment où la Terre achevait de se former, elle a été percutée par un objet de taille planétaire, quelque chose de plus petit qu'elle, mais d'une taille comparable à celle de Mars. Ça a donc été une collision énorme. C'est la dernière d'une longue série de collisions entre des protoplanètes qui ont donné naissance à la Terre. Mais pourquoi celle-ci a-t-elle engendré une Lune aride et pas une Terre plus grosse? Robin Canup a conçu une simulation informatique pour le découvrir. Tout repose sur l'angle d'impact. Cette collision se produit avec un angle oblique. La protoplanète qui approche se disloque, créant un long bras de débris qui s'enroule autour de la Terre pour former un disque. Au bout d'une durée n'excédant pas celle d'une vie humaine, ces débris s'accrètent et forment la Lune. Mais dans ce cas, pourquoi cette dernière n'est-elle pas humide? Si la roche est disséminée sous la forme d'un disque entourant la Terre, de manière à ce que ce disque soit très étendu, qu'il ait une surface importante lui permettant d'évacuer son eau, cette dernière va s'évaporer et se perdre. Cela explique pourquoi la Lune est aride, mais pas ce qui est arrivé à l'eau terrestre. L'impact qui a créé la Lune a été un événement d'une telle ampleur qu'il est très difficile à imaginer. Si vous avez déjà vu un volcan et la lave jaillir de la Terre, vous savez ce qu'on appelle de la roche en fusion. Eh bien, c'était le matériau le moins chaud sur Terre après l'impact. Si on le chauffe encore plus, il se vaporise. Et l'impact qui a créé la Lune contenait suffisamment d'énergie pour fondre et vaporiser la roche. Ces impacts cataclysmiques auraient dû faire disparaître toute l'eau de la planète. Les scientifiques doivent donc déterminer si elle a survécu à ce choc. Ils savent quand il y a eu de l'eau sur Terre. S'ils parviennent à déterminer quand le processus cataclysmique s'est arrêté, ils pourront comparer ces deux dates. Si elles sont proches l'une de l'autre, ça signifiera que l'eau a certainement résisté à la collision. Reste donc à établir quand a eu lieu l'impact qui a donné naissance à la Lune. Dans les années 60, les scientifiques ont enfin l'occasion de le découvrir. Après une course à l'espace qui a duré plus d'une décennie, le 20 juillet 1969, Apollo 11 se pose sur notre plus proche voisin céleste. Au cours des 3 ans qui suivent, le programme Apollo mène à bien 5 alunisages. Les astronautes explorent la surface de la Lune et en ramènent quantité de données, mais surtout, les missions successives rapportent plus de 320 kilos de roches. Les éléments radioactifs se désintégrant à un rythme connu, ils permettent aux scientifiques de donner un âge à la roche. Et la plus ancienne donne l'âge de la Lune. L'impact avec la Terre a eu lieu il y a environ 4,5 milliards d'années. Comme il s'agit de la dernière collision cataclysmique dont notre planète a été victime, cette date est capitale. Le zircon du professeur Modges a révélé qu'il y avait de l'eau sur la Terre il y a 4,4 milliards d'années. Donc, juste après la collision qui a donné naissance à la Lune. Si cette collision a expulsé l'eau terrestre dans l'espace, d'où vient celle contenue dans le zircon?
Comme l'eau était présente à l'état liquide et en abondance tout de suite après la collision qui a donné naissance à la Lune, ça signifie deux choses. Soit l'eau est arrivée très rapidement après la formation de la Lune, ce qui me paraît très improbable, soit l'eau était déjà présente à la surface ou à l'intérieur de la Terre avant cette collision cataclysmique. L'eau de la Terre aurait donc survécu à cet ultime cataclysme. Mais comment? Convaincu que l'eau est présente depuis le début, le professeur Drake a une théorie pour expliquer sa survie. La collision avec un corps de la taille de Mars est un événement incroyablement violent qui fait fondre la Terre. La question évidente, puisque notre planète a survécu à ce choc, est de savoir comment elle a conservé son eau. La plupart des gens pensent que si on chauffe quelque chose, l'eau s'évapore. Mais ça n'est pas totalement vrai. L'eau qui se trouvait sur Terre s'est dissoute dans la roche en fusion. Et le magma est une véritable éponge. On peut dissoudre de grandes quantités d'eau dans la roche liquide. La jeune Terre, qui est une gigantesque boule de roche en fusion, contiendrait donc des milliards de litres d'eau sous forme dissoute. Mais comment cette roche est-elle devenue notre planète bleue? Cette Terre en fusion contient beaucoup d'eau, et il va falloir qu'elle aille quelque part quand la planète va se refroidir. Les cailloux de ce désert d'Arizona nous révèlent ce qui s'est passé lorsque la roche s'est solidifiée. La roche qui se cristallise au centre de notre planète conservera l'eau dans ses minéraux. Voici du mica dans un morceau de granit. L'eau est restée sur notre planète pendant 4,5 milliards d'années. La roche solidifiée dans les profondeurs de la lave peut donc contenir de l'eau, mais la lave de surface donne naissance à une roche différente. Un caillou proche de la surface, comme celui-ci qui est très poreux, va perdre l'eau qu'il contient. Le liquide va faire des bulles qui ont formé ces trous. Imaginez que sur toute la planète, des rochers comme celui-ci se sont cristallisés et ont répandu leur eau dans l'atmosphère. Regardez cette barre rocheuse et imaginez la quantité de vapeur qui a dû en jaillir. À travers toute la planète, la vapeur s'échappe de la roche au fur et à mesure qu'elle refroidit. L'atmosphère se gorge de vapeur. 100 millions d'années après l'impact qui a donné naissance à la Lune, la Terre s'est suffisamment refroidie pour former une croûte. Des pluies brûlantes s'abattent sur la surface, dévalent sous forme de rivières et finissent par créer les océans. En quelques dizaines de milliers d'années, la Terre produit autant d'eau qu'il en existe aujourd'hui, mais elle ne ressemble toujours pas à la planète que nous connaissons. Son eau est verte et son ciel saturé de dioxyde de carbone est rouge. 1 milliard d'années s'écoulent. La vie apparaît. Elle finit par créer suffisamment d'oxygène pour modifier à jamais l'atmosphère. C'est la vie elle-même qui donne naissance à la planète bleue. Prisonnière du magma, l'eau a survécu à la collision cataclysmique. Mais il manque encore un chapitre à ce livre. Beaucoup de scientifiques pensent que la Terre a puisé l'eau à plus d'une source. La théorie de la collision des protoplanètes semble convaincante à plus d'un titre. Mais n'expliquerait-elle pas qu'une partie de l'histoire? Il y a eu plus d'une source d'approvisionnement. Revenons aux comètes. Leur analyse a montré qu'elles ne sont pas la source de toute notre eau. On est presque sûr que les comètes ont apporté une partie de notre eau, parce que certaines se sont abattues sur Terre. Reste à savoir quelle quantité elles ont apporté. Le système solaire a peut-être fourni une autre source d'approvisionnement. La Terre a été touchée par des comètes et des astéroïdes qui ont apporté une partie de notre eau. Mais selon moi, une partie, si ce n'est l'essentiel, provient de l'absorption d'eau par des grains avant même la formation de notre planète.
Mais ces sources différentes ont-elles apporté suffisamment d'eau pour que la vie apparaisse? Aujourd'hui, il est impossible de déterminer quelle quantité chaque source a apporté puisque leurs eaux sont brassées depuis plus de 4 milliards d'années. Et pendant tout ce temps, l'eau s'est non seulement mélangée, mais elle s'est modifiée. Dans quelle mesure? Personne ne le sait. Mais un endroit, une chaîne volcanique située au milieu de l'océan Pacifique, peut nous aider à le découvrir. Sur l'île d'Hawaï, Gary Huss cherche l'eau la plus ancienne de notre planète. Le volcan de l'archipel hawaïen est ce qu'on appelle un point chaud. C'est un endroit où la lave s'écoule en permanence de la Terre. Les rochers des îles hawaïennes proviennent des couches les plus profondes du manteau terrestre, à plusieurs milliers de kilomètres sous la surface. Ce sont des échantillons qu'on ne peut obtenir par aucun autre moyen. En étudiant l'eau prisonnière des roches récupérées à Hawaï, Gary Huss examine en fait de l'eau provenant du centre de la Terre, de l'eau qui n'a pas changé depuis la création. Si on veut étudier la composition de l'eau terrestre au moment de la formation de la planète, on ne peut le faire qu'ici. Peut-on trouver des traces d'eau primordiale au cœur de notre planète? C'est ce qu'on cherche. Super! Son approche est sans précédent et les premiers résultats sont des plus prometteurs. C'est un échantillon parfait pour ton travail. Quand on a découvert des traces, on a été vraiment emballé. Elles ressemblent à l'eau qu'on trouve au centre de la Terre et elles sont très différentes de celles de nos océans. À tel point qu'il pourrait bien s'agir d'eau primordiale inchangée depuis la naissance de notre planète. Ces recherches pourraient apporter des réponses extraordinaires à la question de l'origine de l'eau. Et Hawaï n'est pas le seul site à être analysé. L'équipe examine des échantillons provenant d'un autre point chaud, l'Islande. Si on obtient une preuve avec le volcan hawaïen et si on obtient une réponse différente avec le volcan islandais, on aura non seulement une différence entre l'eau des profondeurs et l'eau de surface, mais aussi entre deux volcans situés chacun à un bout de la planète. On aura donc peut-être des preuves provenant de plusieurs sources. Un jour, au cœur de notre planète, on trouvera peut-être des réservoirs d'eau primordiale différents les uns des autres. Une telle découverte n'aurait qu'une explication. Notre eau proviendrait bien de plusieurs sources. Les conséquences d'une telle conclusion sont vertigineuses. Depuis des années, les astronomes scrutent les cieux à la recherche d'une planète comme la nôtre, une planète tellurique de la bonne taille et de la bonne température pour qu'il y ait de l'eau à l'état liquide et de la vie. On connaît 250 systèmes solaires ayant des planètes, mais on n'a pas trouvé de Terre. Des milliards de systèmes devant être explorés, les chiffres sont du côté de ceux qui cherchent une Terre bis. Il y a 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie. 10% d'entre elles seraient comme notre Soleil et un Soleil sur 10 serait entouré de planètes. Donc, environ 1 milliard de soleils, rien que dans notre galaxie, sont susceptibles d'avoir une Terre. Quant à savoir s'il y a de l'eau dessus, c'est une autre histoire. Y a-t-il de l'eau sur une ou plusieurs de ces planètes similaires à la nôtre? Y a-t-il de la vie? Les télescopes actuels ne peuvent pas répondre à ces questions, contrairement aux simulations informatiques. Sean Raymond en a conçu une. On emboîte le pas aux observateurs. Avec des télescopes, ils découvrent des planètes géantes en orbite autour d'autres soleils. Nous, on utilise cette orbite pour essayer de savoir si une planète comme la Terre a pu se former au sein de ce système. Cette simulation montre que certains systèmes planétaires ont des planètes semblables à la Terre, couvertes d'eau. On simule la formation d'un système. Ce qui est rouge est sec, ce qui est bleu est humide. Au départ, il y a beaucoup de protoplanètes. Éloignées de leur soleil, les bleus contiennent de l'eau. Près de l'astre, les rouges sont sèches. En se formant, elles refroidissent, mais comme la Terre, les planètes à la bonne température doivent être en orbite dans la zone habitable pour avoir de l'eau. Celle-ci va finir par être un analogue de la Terre.
La simulation montre comment les protoplanètes humides trop éloignées du Soleil viennent percuter celles de la zone habitable. Elle passe du rouge au jaune, puis au vert. C'est le moment où l'eau arrive. Et à la fin de la simulation, elles sont très humides. À l'arrivée, cette planète, qui est exactement au bon endroit pour avoir de l'eau, est une Terre bis. À l'aide de ce modèle, Sean Raymond peut calculer ce qui est nécessaire à la formation d'autres terres et combien il y en aurait. Si l'eau provient de plusieurs sources, des comètes et des composants de la Terre, les chances de découvrir une planète similaire à la nôtre et disposant d'eau à l'état liquide augmentent de manière vertigineuse, et avec elle, la possibilité de découvrir une vie extraterrestre. Et comme les scientifiques sont désormais persuadés qu'une planète peut avoir plusieurs sources d'eau, ils répondent avec plus d'assurance que jamais à une question cruciale. Y a-t-il de la vie ailleurs? Je dis oui. Est-ce une forme de vie telle que nous la connaissons? Sur une planète tellurique avec de l'eau, je redis oui. En découvrant comment notre planète s'est approvisionnée en eau, nous devrions probablement savoir si ailleurs, peut-être à des millions d'années-lumière, d'autres formes de vie existent.